Lorsqu'on découvre le château de Tarascon, on a l'impression qu'il a été construit il y a quelques années. En dehors de son côté massif, c'est son remarquable état de conservation qui est le plus frappant. Pourtant, ce château médiéval fut construit entre 1400 et 1435 par les ducs d'Anjou. Il se situe à 50 km de l'embouchure du Rhône. Aujourd'hui, l'âme du château de Tarascon est entre les mains d'un conservateur passionné, Aldo Bastier. Là, on se trouve directement sur la grande terrasse panoramique du château, donc, qui est vraiment tout à fait grandiose et qui permet d'avoir un regard à 360 degrés sur tout le secteur qui unit le Languedoc à la Provence, ici aux frontières entre Beaucaire, Arles et tout le secteur qui va vers Avignon et les Alpilles là-bas en arrière-plan. Donc c'est vraiment un endroit stratégique. Il est des villes et des châteaux qui trouvent leur origine dans une légende. C'est le cas de Tarascon. Depuis toujours, dans cette région marécageuse, émergeait un rocher solidement ancré au fond du fleuve. Il fut appelé Tarasco. C'est de là que vient la tarasque, un monstre marin qui vivait dans un antre, à l'endroit même où fut construit par la suite le château de Tarascon. Toujours d'après la légende, la tarasque, après avoir été apprivoisée par Sainte Marthe, fut livrée à la ville. La pauvre bête rendue inoffensive fut tuée. Et depuis pratiquement 2000 ans, cette tradition orale, cette légende, comme le dit le terme originel, eh bien, se poursuit ici à Tarascon. Et c'est une véritable histoire extraordinaire finalement, parce que même aujourd'hui, la Tarasque est toujours le symbole de cette ville de Tarascon, et Sainte-Marthe bien sûr. Le château est aussi le symbole de cette ville, et lorsque l'on regarde le blason de Tarascon, il y a en dessous du blason la Tarasque, et au-dessus la figuration de la ville sous forme en fait de château tout simplement. La Tarasque vivait dans un antre au pied d'un rocher où fut construit par la suite le château de Tarascon. Et là donc Sainte-Marthe s'est avancée sur les berges du Rhône, à l'antre de la Tarasque, l'a bénie, l'a attachée avec sa ceinture et l'a amenée aux Tarasconnais en leur disant « Écoutez, maintenant vous risquez plus rien, quoi. On va fabuler, vous risquez plus rien, la Tarasque est domptée. » Et là les Tarasconnais ils se sont trouvés d'un coup, là, beaucoup de force et l'ont tué. Voilà. C'est toujours pareil, donc à partir du moment où ça risque plus rien, c'est là qu'on se trouve du courage énorme. C'est comme ça. La légende de la Tarasque était née. Cette tradition donna naissance à des festivités créées par le roi René d'Anjou en 1474. Depuis 6 siècles, généralement fin juin et pendant 2 jours, Tarascon se transforme pour honorer son passé. La course de la Tarasque, reconnue au titre du patrimoine oral et immatériel par l'UNESCO, est une grande fête où se mélangent principalement 2 légendes. La première fait revivre le monstre. La Tarasque sort de sa tanière et va semer trouble et désordre dans les rues de la ville. Mais d'abord, il faut aller au bord du Rhône pour attendre un personnage important qui revient de contrées lointaines. C'est la seconde légende des festivités de la course à la Tarasque, celle d'un personnage incontournable de la cité, Tartarin de Tarascon. Imaginé par Alphonse Daudet en 1872, Tartarin est un personnage burlesque, chef des chasseurs de casquettes de Tarascon, allant chasser le lion en Algérie. Ils se sont tous massés au bord du Rhône pour attendre le retour du grand voyageur. Malheureusement, cette année, le débarquement de Tartarin par la Marine nationale n'a pas pu se faire comme prévu. Alors c'est exceptionnel. Vous arrivez cette année avec un épisode exceptionnel. Le Rhône est un gros, assez gros quand même, il est à plus de 4000 mètres cubes seconde. Donc la Marine nationale n'a pas pu débarquer. Fait exceptionnel. Le Rhône était trop gros. Quand Tarascon comme moi ça. Donc Tartarin est arrivé un Zodiac. Un Zodiac. Alors ce qu'il faut savoir quand même, et ça c'est moins rigolo, c'est que Tartarin pêcheur il ne sait pas nager. Tartarin! Par ici! Ah, merci. Tartarin! Allez, hop. Mettez où là d'abord? Vas-y, arrive. Ah, bah, nous, on est là pour foutre la panique de toute façon. Hein. Oui, je sais. On n'est pas là pour prendre une place, on met la panique. Voilà. C'est un peu moi.
Les chevaliers de la Tarasque, appelés couramment tarasquaires, étaient choisis parmi les notables. Ils étaient intronisés dans leurs fonctions le lundi de Pâques par le premier magistrat de la ville. Les tarasquaires nommaient leur chef, l'abbé, c'est-à-dire leur grand maître. Son rôle principal était d'écarter les gens du chemin de la Tarasque lorsque les chevaliers, emmenés par leur capitaine, la sortaient. Il avait un air de bœuf et frappait à tour de bras ceux et celles qui se trouvaient sur son passage. Évidemment, aujourd'hui, on a abandonné cet aspect trop violent de la tradition. Mais la course à la Tarasque n'est toujours pas sans risque. Cette structure hérissée de pointes et pesant plus de 80 kg n'a pas de frein. Il fait beau, on a de la chance, hein? C'est la journée du patrimoine. Le château est prêt. Camille Vinatier, médiatrice culturelle, est chargée du développement des publics. Aujourd'hui, elle organise une visite complète du château. Il y a une personne qui est entrée, donc c'est bon, vous pouvez vous inscrire également. Ça sera bon. Allez-y, je vous fais patienter dans le jardin, j'arrive d'ici 10 minutes. Donc la visite aujourd'hui, c'est vraiment une visite qui permet de découvrir toute l'histoire du château, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, aujourd'hui, le château monument historique. Je ne peux pas creuser le sol pour faire de l'archéologie, mais je peux vous emmener sur le pont pour vous montrer un peu la stratigraphie. Vous voyez qu'on a vraiment encastré le château sur un gros rocher. Si je prends le nom tarascon, tarusco, en fait tar, dans on va dire des dialectes anciens, tar c'est le rocher usco au bord de l'eau, sur l'eau. Donc on voit que c'est vraiment déjà ce site qui va donner son nom à la ville. Voilà, un des secrets du château de Tarascon, c'est qu'il faut entrer dedans. Parce qu'à l'extérieur, vous avez un château très austère, très militaire, vraiment cette image qu'on a du Moyen-Âge. Et quand on pénètre à l'intérieur, on est déjà dans une influence un petit peu différente. Aucun héritier direct, donc on va chercher un petit peu plus loin un autre héritier. Et il se trouve, au hasard, que c'est Louis XI, roi de France. Ce qui arrange bien les affaires du roi de France, puisque enfin, la Provence est rattachée exactement au royaume de France. Au Moyen-Âge, très peu de gens savent lire et que pour transmettre la religion, on s'est appuyé sur le pouvoir des images. J'ai une grande salle quand même qui fait à peu près 100 mètres carrés, donc une salle importante d'apparat, ce qui est évidemment extrêmement important pour un seigneur. On va passer dans les étages supérieurs, on va commencer l'ascension. Laissez-moi vous prévenir qu'il y a pas mal de marches. Il y aurait des meubles, je travaillerai avec les meubles bien sûr. Je ferai un travail différent, j'expliquerai avec les meubles le fonctionnement, la vie quotidienne. Là, on est vraiment plus... alors, c'est pas de l'archéologie parce qu'on n'a pas la possibilité de creuser la pierre, mais c'est une sorte d'archéologie du bâti, c'est de faire noter les signes, d'attirer l'attention sur... regardez ici, vous avez vu, on a un arc qui est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Et d'amener les gens aussi à noter et à construire eux-mêmes. Tout simplement, pour connaître l'histoire des prisonniers, on a les archives, mais on a aussi les traces archéologiques qui sont ces graffitis dans les murs. Il faut bien comprendre qu'on est dans une prison de courte durée, si vous voulez. Parce qu'à cette époque-là, le roi va capturer un bateau et il va rançonner l'équipage, et c'est comme ça de chaque côté. Le carré de Sator étant le premier mot. Vous avez une phrase en latin, arepo, tenet, opera, rotas. C'est un carré magique. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Sator, d'accord ? Ce qui est intéressant en fait au niveau du château de Tarascon, c'est que vous êtes vraiment, vous l'avez vu petit à petit, sur un château qui a plein de paradoxes dans le sens où c'est une forteresse princière, à la fois militaire mais aussi un palais. Il faut imaginer qu'on est vraiment dans une résidence. Et donc cet espace résidentiel finalement aurait dû disparaître aussi en représentant le pouvoir royal à la Révolution, et il va perdurer et subsister et être entretenu aussi par le biais d'une fonction qui est carcérale, et ce sont finalement les prisonniers qui vont permettre au château de traverser les siècles.
Donc vous avez vraiment comme ça un aller-retour, une espèce de château à la croisée des histoires et même des personnages qui vivent ici. Et finalement, il faut remercier les prisonniers alors que ce sont des princes qui ont construit le château. Ça fait 4 ans que je travaille ici, je découvre toujours plein de choses et c'est pour ça aussi certainement que j'ai choisi ce métier-là, quoi. C'est à la fois on découvre des choses sur le site et les gens, leur regard à eux, ce qu'ils amènent, c'est quelque chose de formidable, quoi. Nicolas Fauchère est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université d'Aix-Marseille. Au CNRS, il dirige aussi une équipe de castellologie qui travaille sur l'architecture militaire médiévale. Pour moi, c'est précisément la masse, c'est-à-dire l'énormité de l'échelle de l'objet. Son côté tellement compact, comme ça, assis sur ce rocher, qui est ce que je trouve le plus frappant. A fortiori, puisqu'il est en opposition totale avec l'impression intérieure. On est dans cette galerie avec beaucoup de sculptures, de falbalas, ces personnages de René et de son épouse qui vous regardent. Et là, on est sur une verticale avec une seule fenêtre avec une grille dessus. Ce qu'on appelle l'école de la Bastille, on a mis le terme école a posteriori pour ranger les châteaux de Charles V et de ses frères et de ses fils et de ses neveux, dont Louis d'Anjou, en catégories. C'est donc une école qui est caractérisée par le fait que brutalement, les courtines, c'est-à-dire les murs entre les tours, sont montés jusqu'au niveau des tours. Ce qui permet pour la première fois de ne plus avoir ces tours qui dépassent au-dessus des murs, mais on a une plateforme unifiée. Cette idée de la plateforme, cette grande plateforme, elle est fondamentale. Parce que brutalement, la défense devient une défense solidaire. Tout le monde peut se porter sur le point de l'attaque, on peut s'entraider puisqu'on a une très vaste plateforme sommitale, une terrasse, qui permet de concentrer les moyens de la défense. Et la conséquence de l'apparition de ces plateformes, c'est que brutalement, puisque désormais tous les moyens de la défense sont concentrés en haut de la forteresse, et accessoirement également dans les fossés, il y a un niveau de feu en base des tours, donc brutalement, tous les étages intermédiaires sont libérés pour la résidence. Alors, donc évidemment, ce qui est impressionnant dans la cour, c'est là aussi ce caractère extrêmement vertical, c'est-à-dire une surface très petite et un élan ascensionnel absolument prodigieux. Puis on a donc cette très belle mise en scène d'être arrivé à loger une loggia, enfin à loger une galerie à arcades comme une cour de cloître, qui distribue une tour d'escalier qui, vous le voyez, est admirablement mise en scène et qui elle-même distribue le portail de la chapelle avec 2 chapelles superposées qui se signalent très nettement à l'extérieur. Et puis évidemment, le couple princier du roi René et de son épouse Yolande qui nous accueille en buste au-dessus de la porte. Donc vraiment, on a une espèce de concentré d'italianisme dans la cour qui est absolument fascinant. Mais évidemment, ce qui est le plus frappant pour la période considérée, c'est la mise en scène de la distribution verticale. C'est-à-dire qu'on, pour la première fois, on sort l'escalier dehors, on en fait une grande vis hyper décorée avec des fenêtres qui se décrochent en suivant la volée et qui sont vraiment avec, vous voyez, ce grand perron qui permet vraiment la harangue. Donc pour la première fois, on met en scène les princes dans la distribution verticale. L'escalier va depuis la chapelle du commun vers la chapelle des seigneurs qui est à l'étage supérieur, qui distribue elle-même des appartements privatifs avec, on a une très belle étuve ici, plus les chambres princières et les salles. Mais par ailleurs, on a dans cette partie-ci un deuxième escalier qui, lui, ne va que depuis la cour jusqu'au sommet. Et qui est donc un escalier qui ne sert qu'aux combattants. Les escaliers, ils font 60 cm de rayon, quoi, 1,20 m de diamètre. Il est plus concevable que le soudard raviné en cuirasse, mal rasé, croise la donzelle en robe de bal qui monte l'escalier. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Donc on a désormais 2 distributions totalement autonomes. Hein. L'escalier des combattants, l'escalier des résidents. C'est fini la mixité. Donc c'est vraiment une vraie révolution, ce qui se passe ici.
À la demande de Nicolas Fauchère, Aldo Bastier ouvre les portes de la cave du château. Ce spécialiste du bâti recherche les traces du rocher sur lequel a été construit le château de Tarascon. Tirage à droite, là. Voilà. Tu viens revenir au fond. Démarche. Là, ça va pas plus loin. Prenons juste là, puis on va vers l'escalier. Puis on va vers l'escalier qui remonte ici. Ok, donc là, on est entièrement au 15e, il n'y a pas de lézard et on n'a pas de rocher en place. Ouais. Donc, si je vais refermer là. Le pronostic, c'est quoi alors? Donc là, pas de rocher et une maçonnerie qui est la maçonnerie 15e, sans problème, appareil régulier 6-24. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on a une ouverture bouchée. Mais en tout cas, ce que je cherche, c'est-à-dire le château roman fossile, on l'a pas. D'accord. Si aujourd'hui on constate que ce château est l'un des plus beaux châteaux de France, un des plus beaux châteaux d'Europe par son état de conservation, cela est paradoxalement dû aux prisonniers de cette maison. Ce château a servi de prison militaire, puis civile, jusqu'en 1926, et cela a permis d'avoir une véritable fossilisation de cette architecture du tout début du XVe siècle. Donc lorsque l'on découvre cette forteresse de Méditerranée presque, eh bien on est confronté à cette mémoire carcérale avec des décors, des graffitis, plus de 400 graffitis ici dans le château, qui évoquent à la fois les noms des prisonniers, mais aussi leur fonction ici anciennement lorsqu'ils étaient marins par exemple, et puis des collections de bateaux tout à fait remarquables du XVe jusqu'au XVIIIe siècle. Ils ont été faits prisonniers en Méditerranée, on les envoie à l'arrière, on les garde de côté et ils vont ensuite bénéficier de ce qu'on appelle des cartels d'échange, c'est-à-dire qu'on fait des échanges de prisonniers. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver des hommes qui, par exemple, ont été libérés de ce château au XVIIIe siècle, mais qui vont repartir et qui vont ensuite, lors d'autres combats, être faits prisonniers, cette fois à La Rochelle. Donc ils sont enfermés dans les cachots de La Rochelle et on retrouve les mêmes noms de marins qui ont été faits prisonniers. Donc ici, finalement, incarcérés au château de Tarascon et aussi incarcérés à La Rochelle. On arrive ici dans une pièce qui est un véritable lieu de mémoire du château qui témoigne de l'enfermement ici à la fin du XVe siècle, très probablement vers 1479-1480, puisqu'on a des graffitis datés, d'un prisonnier d'origine catalane qui est opposé donc au roi René d'Anjou et qui va graver, pratiquement sculpter dans l'ensemble de cette chambre, en fait, qui est une chambre, qui est un cachot, une prison, va graver des dizaines de graffitis tout à fait exceptionnels qui témoignent de l'art de bâtir des navires à la fin de cette période-là. Donc on a vraiment des typologies de navires très caractéristiques avec des bateaux de charge qui évoquent la caravelle mais qui sont des caracas, ce terme. On a des bateaux de charge qui sont des galères de transport et puis ici une magnifique scène de combat naval entre, d'une part, les navires aragonais dont on voit le drapeau et on voit surtout les tirs de coulevrines qui partent du navire aragonais et qui vont réciproquement vers les navires génois qui sont ici avec le drapeau génois. Donc c'est une scène qui témoigne aussi de ce qui va advenir plus tard, c'est-à-dire le lancement des guerres d'Italie à l'époque de Charles VIII. Donc c'est un décor vraiment exceptionnel qui est éclairé aujourd'hui et qui permet de voir vraiment cette histoire de l'Europe qui va se poursuivre encore, donc même encore au XIXe siècle, lorsque Napoléon III interviendra encore en Italie. Alors l'auteur, c'est un petit peu un personnage encore mystérieux. On sait à travers vraiment l'ensemble des collections, il y a plus de 70 graffitis de bateaux ici et dans la cave qui est sous la chapelle du château, mais on ne connaît pas exactement l'auteur, on ne connaît pas son nom encore aujourd'hui. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'il n'a pas fait que graver des bateaux, il a aussi gravé des décors qui sont des décors religieux, qui évoquent par exemple ici des retables de la fin du XVe siècle, qui sont dédiés donc à la Vierge, avec une invocation de la Vierge, comme c'est écrit ici, ô Mater Dei, ô Mère de Dieu, qui est vraiment un refrain aussi très prononcé au XVe siècle.
pieuse aura promet pris pour moi. Donc ce sont vraiment des décors tout à fait remarquables de cette fin du XVe. Et puis il y a des décors aussi plus profanes, comme des jeux d'échecs et jeux de tric-trac qui sont ici gravés. Donc c'est vraiment une grande profusion, il devait vraiment s'ennuyer et en même temps il devait avoir vraiment les moyens de faire cela puisque les décors sont vraiment faits avec des outils, toute une série d'éléments qui permettent de faire des décors remarquables. Delphine Grenet termine une thèse sur les décors peints dans l'arc méditerranéen pour l'université Paris IV Sorbonne. Sa mission au château de Tarascon est de rendre visible ce qui ne l'est pas aussi peu, les plafonds peints de plusieurs salles du château. Le plus important se trouve dans la salle des festins. Dans le cadre d'un projet qui a été mis en place par Sorbonne Université, qui nous a mis à disposition une plateforme d'imagerie numérique, notamment un scanner laser 3D, ainsi que des outils de photogrammétrie. Et donc on a utilisé ces outils ici, on a fait des scans 3D de la pièce, donc avec à la fois le scanner mais aussi une prise de photo. Ensuite une deuxième campagne de photographie qui nous a permis en fait d'insérer dans le modèle 3D, un modèle parfaitement exact en termes de mesure, d'insérer vraiment toutes les parties figurées, donc notamment ces closoirs. Et donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à une restitution du décor et surtout une restitution avec notamment les couleurs d'origine, ou du moins ce qu'on peut imaginer, et qui permettent vraiment de beaucoup mieux comprendre, beaucoup mieux apprécier la qualité de ces décors et la richesse des peintures. Le plus surprenant, en fait, c'est vraiment de voir le résultat avec notamment les vidéos et le modèle 3D, où finalement, on sait théoriquement à quoi ressemblait ce plafond avant, mais de l'avoir sous les yeux, c'est finalement ce qui est le plus marquant. Et ça permet après d'imaginer beaucoup plus de choses. Il faut savoir que ces plafonds n'étaient pas les seuls décors des salles. Il faut imaginer que les murs pouvaient être peints, ils peuvent aussi être couverts de tentures, donc que ce soit des tapisseries, des broderies, des pièces de soie peintes. Donc c'est jamais qu'un aspect du décor, mais à partir du moment où on touche à la restitution, il y a un nombre de possibilités qui se multiplient et c'est extrêmement stimulant pour le chercheur. Et passer de la théorie à quelque chose de visuel et qui en plus permet de valoriser ces décors et de l'expliquer au public qui visite le château, c'est quelque chose de vraiment très marquant. Toujours porté par la même préoccupation de montrer ce qui est normalement hors de portée du regard, Aldo Bastier repère le parcours des images qui devront être photographiées par Hervé Hoth, mandaté récemment par le château pour effectuer ces prises de vue. Donc là, de ce côté, vous avez une vue tout à fait remarquable, qui est la vue du château depuis le Rhône, avec un ensemble de décors qui vont être complètement intégrés dans la galerie des décors du bestiaire et des merveilles du château, qui n'ont jamais été montrés au public. Et grâce au travail photographique d'Hervé Hoth, eh bien, le public va se saisir de l'ensemble de ce bestiaire que l'on voit là, qui orne complètement la façade du château. Et c'est un décor totalement, vraiment fantastique, qui même fait peur. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui n'ont même pas de corps. Le premier ici a des jambes et la tête est directement rattachée au bas du corps. Donc, c'est vraiment fait pour impressionner ceux qui passent. On a vraiment cette idée de montrer aussi à l'extérieur que là aussi, on est d'abord dans une forteresse. Les décors sont faits pour souligner la puissance du roi et sa volonté aussi de dire ici, le maître des lieux, c'est moi, c'est le prince d'Anjou-Provence. Donc on est face au territoire du Languedoc et celles et ceux qui passaient effectivement en bateau, en barque, devaient être très impressionnés parce que tous les décors sont vraiment dans ce regard vers le bas du bâtiment. Cette stratégie architecturale n'a pas empêché le château de subir plusieurs sièges. Un dès sa construction en 1427 par des Catalans et un autre en juin 1652 au moment de l'arrivée au pouvoir de Louis XIV. Les troupes royales vont tirer au canon et assiéger le château pendant une dizaine de jours avant de le prendre. Les cicatrices visibles sur de nombreux murs du château sont les témoins muets de ce triste passé.
Alors aujourd'hui, c'est un événement important parce qu'on va photographier l'ensemble des panneaux peints du château de Tarascon, c'est-à-dire toute cette collection de plus de 200 closoirs, comme on les appelle techniquement, et qui sont tous ces décors du XVe siècle qui ornent les plafonds en mélèze du château. Donc c'est l'occasion de faire à la fois un constat d'état de l'ensemble des bois aussi, et puis de faire ce repérage photographique pour l'exposition qui sera inaugurée dans quelques mois sur justement cette thématique des plafonds peints. Super. Ouais, on a la bouche. Hein. Le château a été vidé. Mais par chance, comme les plafonds sont très hauts, il y a certains objets qui n'ont pas été déplacés. Les closoirs n'ont pas été enlevés parce qu'ils sont situés très très haut. Et sur le coup, c'est un peu la richesse, entre autres, du château. Et il y a tous ces closoirs qui sont fixés sur les plafonds et je suis donc chargé de les photographier. Pour moi, il n'y a rien. 4, oui. 4, jolis. Là, c'est des dragons à plumes, à écailles. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a après? Stop! Et là, il a plume, lui. En fait, il a des écailles, des plumes. Ah non, il a poil, lui. Et il tire la langue aussi. Tu l'avais vu, ça? Je fous un peu de ta gueule, quoi. On est bon. Il n'y a aucune signature. Ça, c'est pas signé, ces affaires-là. Hop, un peu moins. Ah, c'est bon. T'as pas de trace de ça. Le château Tarascon a la grande chance d'avoir un véritable cadre décoratif qui est tout à fait intéressant pour les artistes d'aujourd'hui qui viennent et qui peuvent se saisir de lui. L'intérêt est d'avoir un château qui n'est pas vide, qui est un véritable labyrinthe dans lequel les artistes vont pouvoir intervenir, non pas dans une confrontation avec le monument, mais pour souligner en fait et poursuivre en fait la passion des princes d'Anjou-Provence pour les arts décoratifs. Donc inviter Christian Lacroix ici au château Tarascon, c'est d'abord une grande chance parce que c'est un artiste international et puis c'est un artiste qui s'est saisi du lieu, qui l'a, je dirais, métamorphosé et qui a eu la liberté d'être, comme au XVe siècle, l'un des artistes des princes d'Anjou-Provence. Ma vraie rencontre avec le château, elle est de l'an dernier, où il y a 2-3 ans. Et là, j'étais complètement assez bouleversé. C'est un lieu qui n'est pas anodin. Je crois qu'il va y avoir quelque chose déjà de tellurique, j'imagine. Je pense que les lieux ont une sorte de... pas de thème astral, mais je pense que les configurations qui tiennent à la date où ça a été fait, par qui ça a été fait, où ça a été fait. Je pense qu'il y a ça qui parle beaucoup, le fleuve, la roche. Et puis ce qui s'y est passé, et toutes les âmes qui s'y sont superposées et perdues ou trouvées, parce qu'il y en a qui cherchent leur salut, on voit sur certains graffitis « Priez pour nous ». J'avais découpé des monstres sur lesquels j'intervenais au feutre, à l'encre, avec des dessins proches d'un certain art brut. Je pense qu'au 19e, j'aurais été certainement un cinglé, qui couvrait les murs de graffiti. Et cette horreur du vide que je peux avoir de temps en temps. Et donc, j'ai joué avec les scans de ces bestioles. Et après, j'ai pris tout simplement aussi, pour d'autres versions, ça en fait partie, je pense, oui. J'ai pris les plans et j'ai dessiné dessus des dizaines ça, quoi.
Dans cette épure-là, je me suis quand même forcé à aller vers la ligne. C'est le plus pur que je puisse faire. 2 couleurs. Après, on se perd. Mais bon, il y a quand même des perspectives. Il fallait penser à la manière dont les gens, les visiteurs découvrent les lieux à chaque étage, dans chaque salle. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus instinctif. Mais comme sujet du bac en 69, c'était une phrase de Théophile Gautier, tout ce qui est utile est laid. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup poursuivi, à laquelle je réfléchis et j'oscille entre les deux, c'est vrai, c'est pas vrai. Et ici, tout ce qui est utile est magnifique, la modernité quelque part. Bon, les cheminées, mais je me dis, il n'y a aucun designer, architecte contemporain qui serait capable de faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi simple. La magnificence et de la simplicité des lignes. Moi, je pense que dans les dernières visites, non seulement des lignes, mais aussi des proportions des pièces. Les appartements des reines et du roi, moi, ça me ravage. J'habiterais là, mais très très volontiers, parce qu'il y a celle qui peut servir de bureau, celle où on dort, qui est juste ce qu'il faut pour être chauffé. Pour moi, c'est quelque part la maison idéale, d'une part, et en même temps qu'un décor. Ce château, décidément, il touche beaucoup de thèmes qui me sont viscéraux. C'est toutes les périodes les périodes charnières, de transition. Parce que ce n'est pas un château purement Renaissance, ce n'est pas un château de la Loire. Ce n'est pas non plus une pure forteresse, c'est une forteresse, mais c'est une forteresse qui commence à s'enjoliver. Hein, mais c'est un château qui lie les deux. Françoise Petrovitch, artiste plasticienne, a été invitée par le château pour créer une exposition appelée Verdure. La première fois que j'ai découvert le château, c'est quand Aldo m'a invitée pour le projet Ulysse Marseille 2013. Et donc, je me rappelle, il m'a pris à la gare d'Avignon. En voiture, on arrive. Je connaissais évidemment Tarascon, le nom. Hein. Tout le monde connaît Tarascon, Tartarin de Tarascon. C'est même le truc tout petit, on le connaît. Mais j'avais jamais vu le château. Donc j'ai été impressionnée par cette. C'est un château très massif, très dense. Il a une présence hyper forte. En même temps, il est dans la ville et en même temps, j'ai l'impression qu'il est à côté de la ville. C'est-à-dire qu'il est sur le Rhône comme ça, comme un gardien, comme ça, très gros. Le côté massif est impressionnant, donc ça inspire pas vraiment le travail. On se dit juste, qu'est-ce que moi je vais pouvoir amener ou apporter dans un bâtiment comme celui-ci? C'est plutôt une inquiétude. Après, on rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'après, on comprend les espaces dans leur lumière, dans leur fonction aussi. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup raconté ce qu'étaient ces lieux. J'essaye d'écouter et en même temps d'oublier parce que je ne suis pas là pour illustrer l'histoire du lieu. Je sais que ça va être ça ici, qu'il faut laisser des temps de repos, qu'il faut ne pas tout habiter. Je sais qu'à un moment donné, il faut se retirer et au contraire, dans certaines pièces, être beaucoup plus présent et envahir, voire même éteindre, c'est-à-dire obstruer pour les vidéos et donc s'accaparer l'espace comme simplement un écran. De toute façon, une architecture de cette force et de cette qualité, évidemment, que ce sont des œuvres d'art. L'architecture est un des beaux-arts, évidemment. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Et je pense que tout le monde le ressent très fortement quand on entre dans la cour, ici. C'est au moment où on est dans la cour qu'il y a de nouveau un nouveau regard et que là, on regarde en haut, hein, on lève les yeux.
Présenter la peinture dans un monument tel que celui-ci, c'est jamais facile puisqu'il y a une présence très très forte déjà des pierres, de la couleur de la pierre. C'est toujours difficile de présenter la peinture et j'ai choisi de présenter donc une série récente qui s'appelle Verdure, d'où le titre de l'exposition d'ailleurs, Verdure comme les tapisseries du 15e, c'est-à-dire ces tapisseries où le paysage était très présent. Et là, ce sont des jeunes gens d'aujourd'hui. Vous voyez les t-shirts, vous voyez je dirais leur attitude aussi. Et en même temps, ils sont traversés par un paysage. Il y a des morceaux, il y a des fragments qui les bouleversent, qui les traversent. Donc on est dans une relation de décor, peinture, corps et décor. J'avais vraiment envie d'avoir une série très particulière pour le château, que vous allez voir se décliner de manière... parfois, les oiseaux prennent le dessus. Parfois, le personnage est unique. Enfin, il est seul. Voilà. Donc, c'était ce lien aussi avec le graffiti. Il nous a semblé intéressant avec Aldo de présenter cette peinture ici parce qu'il y a le trait comme ça qui chemine et qui finalement répond... je trouve assez bien au graffiti qu'il y a sur la pierre. Il y a une espèce de présence discrète comme ça, de quelque chose qui émerge, qui a envie d'arriver, d'advenir. Donc on est vraiment dans cette relation d'une apparition. Pour sensibiliser les jeunes à l'architecture, le château a fait appel à Guillaume Esselot, animateur spécialisé dans les caplas. Les caplas, en fait, c'est ce que j'expliquais à Camille, c'est que ça me permet d'approcher avec les enfants des notions pédagogiques en fait, qu'on ne peut pas aborder avec d'autres jeux de construction. Et notamment, moi, ce qui me plaît dans le capla, c'est justement la fragilité du capla. C'est-à-dire que pour faire du capla, il y a des techniques à respecter. On ne peut pas faire comme les Lego, les mettre un peu comme on veut. Il n'y a rien qui tient, les caplas, il n'y a rien qui les accroche. Et l'avantage, c'est que justement, ça permet de faire apprendre aux enfants les techniques d'architecture, en fait. On aborde les mêmes notions en capla qu'en architecture, en utilisant les mêmes techniques. Et en même temps, pour arriver à réaliser ces techniques, ça demande des qualités, pas forcément d'architecte, parce que justement, on parlait de ça aussi tout à l'heure, quand tu as la projection dans l'espace, justement, des choses. Quand on est architecte, on projette des choses dans l'espace, dans sa tête. Et il y a des gens qui sont capables de le faire, qui sont très doués, et puis d'autres qui sont incapables de le faire. Et justement, le capla permet justement de travailler ça, la projection dans l'espace, et notamment pour les petits-enfants, parce que la projection dans l'espace, ça ne s'acquiert pas avant 6-7 ans. Donc avant, pour les plus petits, ça leur permet aussi d'acquérir des notions de projection dans l'espace, des notions de 3D en fait. Et là, t'en es où toi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, donc tu vas continuer à resserrer. Ouais, donc c'est-à-dire que tu continues à mettre des caplas au-dessus des trous, que tu avances vers l'avant. Tu vois, tu fais des petites marches d'escalier à chaque fois vers le devant, vers l'avant, comme ça on resserre, tu vois. Ecofabrique est une entreprise fondée il y a 6 ans, spécialisée dans la création originale, la récupération et la restauration de vieux mobilier. Alors notre histoire dans le château est liée à la fois à Aldo Bastier, qui est le conservateur, qui avait repéré certains meubles. Le château de Tarascon, il est à 15 minutes d'ici, donc on est un petit peu voisins. Donc il avait repéré certaines de nos créations. Il est aussi lié à M. Christian Lacroix, qui a travaillé là-bas. Et du coup, les deux s'étant concertés, on a eu la chance de pouvoir proposer des croquis qui ont été validés. Alors c'était le prototype, donc c'est fait pour une banque d'accueil qui fait à peu près 7 mètres en angle, donc une belle banque d'accueil. Le prototype était celui-ci, des vieilles planches de wagon. C'est un bois qu'on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques dans le château. Et ces courbes en ferronnerie. Là, on les avait présentées meulées. Le choix définitif fait par le château a été d'avoir exactement la même chose, avec du bois un petit peu plus clair, et tout s'est fait en noir.
C'est à partir de ce prototype qu'on a pu enchaîner tous les aménagements. Voilà, les tables qu'on fait en ce moment reprendront cette identité, les futurs fauteuils reprendront cette identité. C'est des bois de wagons qu'on a récupérés, donc c'est des vieux planchers de wagons qui sont récupérés, qu'on retravaille un petit peu. Donc pour les faces un petit peu sombres, on utilise la vraie face du wagon. Pour les faces un petit peu plus grandes, on réutilise l'autre. Qu'est-ce que tu livres là alors? On livre les lutrins qui volaient sur les tables qui permettent la mise en valeur de tous les ouvrages qui vont être à disposition dans la bibliothèque, dans la boutique du château. Il y a eu beaucoup de travail sur la banque d'accueil dans un premier temps. La banque d'accueil, c'était un peu l'élément central. On avait repris tous les fers, rappelle un petit peu les rampes qu'il y a dans tous les escaliers du château, etc. Enfin, c'était beaucoup de boulot. Là, il y en a peut-être un petit peu moins, mais il y a bien 3 semaines facile pour essayer de tout mettre en adéquation et tout mettre un petit peu aux normes. Ouais, plus ou moins aux normes, et surtout pour qu'ils puissent travailler convenablement. C'est pour ça qu'on retrouve des étagères amovibles, tout sans outils, etc. Ça paraît très simple une fois que c'est fait. Ça l'est un peu moins pour le fabriquer. Donc lorsque l'on parcourt le jardin du château Tarascon, le public peut à la fois se saisir des végétaux comme ces romarins qui sont en fleurs là actuellement, et puis en même temps dans tout le parcours, l'objectif c'est que les végétaux prennent leur place et viennent en fait caresser les visiteurs. Cela montre bien combien le végétal a une place importante. Il ne s'agit pas simplement de le tailler, de le contraindre comme dans un jardin à la française de type 17e, mais ici c'est un jardin vraiment de type médiéval où la plante prend sa place et elle nous dit, moi aussi je suis là, j'ai besoin de cet espace pour vivre. Et ça c'est un enjeu ici pour ce jardin où la fréquentation du château est importante et les végétaux contraignent le public même à les contourner. Ils les caressent, ils les contournent et en même temps donc, ils peuvent les rencontrer tout au long de la saison avec de très beaux lauriétins que nous avons ici, des romarins, toute une série de plantes qui viennent souligner en fait tout le parcours donc, de l'eau qui circule ici tout au milieu en fait, de l'espace du jardin. Le point faible du château, c'est l'eau. Renzo Wider, architecte du patrimoine, a été chargé d'une étude approfondie sur les dangers du Rhône, en particulier si le fleuve entre en crue. Dans certaines saisons, le Rhône risque les débordements. Ça paraît contradictoire, mais le château de Tarascon est un point faible, puisqu'il y a des fenêtres qui se situent en dessous de la ligne de côte de crue d'alerte, et donc par lesquelles le Rhône peut rentrer dans le château. Et donc si le Rhône rentre dans le château, après ça traverse le château et ça rentre dans la ville. Donc le Rhône constitue donc une menace en cas de crue pour le château. Je parle de crues extrêmes. Il y a eu déjà des inondations et il y a eu des cas où l'eau est passée à travers le château et qui est rentrée dans la ville.
fait, c'est pas vraiment une porte, c'est une sorte de passage. Et il y a des canalisations qui passent en dessous, on ne sait pas trop comment ça marche, on voit des grilles comme ça de temps en temps. Par exemple, cette porte, et on voit d'ailleurs que la porte a été protégée avec des bâtards d'eau, avec des planches, c'est par là que l'eau peut rentrer dans le château directement. Et c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Et en plus, on voit là des espèces de carrés, là, ce sont des regards, comme on dit, dans lesquels passent des canalisations. L'eau est passée par là. Donc j'avais à faire cette étude pour lutter, entre guillemets, contre les inondations dans le château. Donc chercher, bon, évidemment, quand il y a des fenêtres, c'est quelque chose d'assez clair. Et on avait tout en bas, là, ici, donc au niveau du Rhône, une petite arche que tout le monde connaissait, mais qu'on n'avait jamais bien explorée. C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cette arche-là, qu'est-ce qui se passe derrière cette arche. Et on a rentré dans une petite pièce et on a vu que cette petite pièce, finalement, c'était une espèce de sorte de grande cheminée qui monte jusqu'au niveau ici du sol de la cour. Et c'était en fait le seul lien entre le Rhône et l'intérieur du château, parce que sinon les murs hauts, on ne peut pas accéder au château à partir du Rhône. Mais il y avait cette espèce de boyau vertical qui permettait en fait d'accéder au château par le fleuve. Ce passage, en fait, est vraiment dédié pour la garde du château. On est vraiment dans un passage que devaient faire vraiment les soldats qui, pour surveiller le château est entouré par une véritable courtine qui ceinture toute la forteresse et qui fait que l'on a un œil de partout, en fait. Quand on travaille dans des monuments historiques, il faut pas avoir peur du vide. Amené à avoir même les pieds sur terre, hein, parce qu'un monument historique, c'est un véritable héritage que l'on porte et qui demande beaucoup d'entretien. Quand on n'a pas les pieds sur les rez-de-chaussée, on les a plus ou moins dans les étages. Donc c'est vraiment un travail permanent du regard. Vous voyez, en venant ici avec vous, je vois des travaux qui sont programmés là à l'automne concernant donc ce qu'on appelle l'écheniillage, c'est-à-dire l'enlèvement de toutes ces herbes folles qui sont ici et qui révèlent que les jointements avec les problématiques de passage de l'eau et des pluies vont être engagés ici au château. Un monument historique qui n'a pas des travaux, qui ne subit pas des travaux ou qui n'a pas des travaux simplement, c'est un monument qui est mort. Voilà. L'intérêt d'un château comme Tarascon, c'est vraiment de le transmettre avec vous voyez, une qualité de l'entretien, une qualité des travaux de restauration sur l'ensemble du bâtiment. Le patrimoine, c'est une vision vivante que nous devons en avoir. C'est le cœur du projet scientifique et culturel pour le château de Tarascon. Ce double regard entre la vie d'avant, la vie passée effectivement, et puis aujourd'hui cette maison qui doit être habitée par des hommes et des femmes d'aujourd'hui. C'est le château, certes, c'est celui qui est le plus visible. Vous savez, dans une famille, il y a toujours un enfant en général qui se détache. Mais le conservateur doit s'occuper de tous. Donc c'est vraiment un devoir important, c'est-à-dire que le public doit aussi avoir en tête qu'on ne se préoccupe pas que du bijou de la couronne. Non, on se préoccupe aussi de l'ensemble. Vraiment, c'est un regard global sur le patrimoine. Le château de Tarascon, sans les autres édifices qui l'ont souvent précédé et qui ont contribué aussi à le faire exister au XVe siècle, ça serait réducteur.